Apsis et son projet NERPIC vous présentent la Nuit de l'économie 2020. Bonjour à tous, bienvenue sur Télé Grenoble pour l'édition 2020 des trophées Présence. Au cours de cette émission, nous allons récompenser des entreprises grenobloises qui se sont illustrées dans différents domaines. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le duo qui dirige la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Emmanuelle Rivière, bonjour. Bonsoir Thibault. Vous êtes la directrice générale de la CCI. À côté de vous, Jean Vélé. Bonjour Jean. Bonsoir Thibault. Le président de la CCI de Grenoble, je le disais en introduction, c'est une émission spéciale, une émission particulière qui vient clore une année particulière, Jean. Oui, effectivement, personne n'aurait prévu une telle pandémie d'une telle ampleur. Personne n'aurait prévu une crise, je dirais, mondiale, tant sur le plan de l'offre que de la demande. Donc, dans la mesure où la remise des trophées de Présence, la nuit de l'économie sont un élément majeur pour le territoire, nous avons souhaité maintenir cet événement sous une forme différente et adaptée. C'est pour ça que ça se passe aujourd'hui dans les studios de Télé Grenoble. Habituellement, Emmanuel, c'est une soirée festive qui se déroule au summum devant un parterre de plus de 1000 chefs d'entreprise. C'est ça, d'habitude on est 1000 au summum. Ça permet aux chefs d'entreprise de se rencontrer, d'échanger. C'est vraiment un formidable temps d'échange. Bon, cette année, pour les raisons qu'on connaît, on n'a pas pu l'organiser comme ça. Pour autant, toute l'équipe Présence s'est mobilisée en se disant on ne peut pas ne rien faire, et donc a décidé de remettre les trophées. Donc c'est l'objet de cette émission-là. Et ces trophées qui vont venir valoriser les entreprises du territoire de la région grenobloise et qui vont venir donc valoriser à la fois les entreprises qui ont performé en 2019, mais aussi rejaillir sur l'ensemble du territoire. Donc c'est aussi un formidable outil de valorisation de notre territoire. On vient de revoir quelques images de l'édition 2019, une édition festive. Jean le disait, on ne pouvait pas imaginer à ce moment-là, en décembre dernier, au summum, ce qui allait arriver dans les mois qui ont suivi. Quelle est la situation économique aujourd'hui, Jean Anzer ? C'est évident que toutes les entreprises et tous les secteurs sont touchés, mais on a la chance sur le territoire d'avoir un territoire diversifié, à la fois dans les secteurs d'activité, à la fois dans les tailles d'entreprise. Donc, bien sûr, c'est sinistré, mais il y a certains secteurs qui sont plus sinistrés que d'autres. Je citerai bien sûr les commerces, avec, je dirais là, la période particulière pour eux avec les fêtes de Noël. Tout ce qui est restaurants, bars, qui eux sont vraiment touchés par la crise, et toutes les parties événementielles, bien sûr. Oui, la preuve, c'est que toutes les équipes qui organisent normalement une soirée comme celle-là, cette nuit de l'économie au summum, aujourd'hui, elles n'ont pas été sollicitées puisque la formule est uniquement en studio. Emmanuel, quel était le rôle de la CCI de Grenoble justement pendant cette période compliquée, pendant notamment le premier confinement ? Alors la CCI de Grenoble a été vraiment fortement mobilisée et a répondu présent. D'ailleurs, on a été reconnus aussi pour ça. Donc les équipes sont restées mobilisées. On a fait beaucoup de choses. On a installé une cellule d'écoute et on a reçu plus de 1500 appels pour écouter les chefs d'entreprise, les orienter vers les bons interlocuteurs pour leur apporter la solution. Relayer aussi, on a fait beaucoup de relais auprès des pouvoirs publics sur les attentes de ces entreprises et trouver des solutions aux problèmes qu'elles rencontraient. On a beaucoup communiqué. On a maintenu pratiquement toutes nos missions en distanciel. Je pense aux modules de formation qui ont été digitalisés, aux ateliers Ecobiz. Présence est paru, y compris pendant les périodes de confinement. On a maintenu tout ce qui était l'accueil des porteurs de projets. Enfin, on a vraiment fait beaucoup de choses. Et là, je tiens à souligner l'investissement des équipes qui a vraiment été réel. Et puis, on est allé un peu plus loin avec ceux qui ont eu le plus de difficultés, à savoir les commerçants notamment. Et on est allé jusqu'à mettre en place une marketplace qui s'appelle En bas de ma rue pour leur permettre de continuer d'être présents et de continuer de vendre, y compris pendant la période de confinement ou cette période un peu compliquée.
Bon, on développera d'autres actualités concernant la CCI au cours de cette émission. Jean, mais on est là pour récompenser des entreprises dans notre bassin isérois. Les trophées 2020 s'adressent à des entreprises qui ont évolué sur l'année 2019. Il y a un petit décalage d'une année sur le concours. Effectivement, 2019 était une très bonne année, une bonne année dans une grande dynamique. Le secteur, je dirais, du BTP, le secteur de l'immobilier était en pleine croissance. Le secteur des services se développait aussi dans tout ce qui était services aux entreprises, dans tout ce qui était accompagnement. Donc, il y avait une dynamique très forte et on a été coupé par rapport à cette dynamique. Mais aujourd'hui, on a une référence qui est 2019 et c'est tant mieux. Et on va rebalayer cette année 2019 avec les différents lauréats qui vont nous rejoindre sur ce plateau. On commence par le trophée Coup de cœur. Emmanuel, ça c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Donc c'est un trophée qui sera remis par la CCI. Donc c'est le trophée de la CCI qui sera remis à une entreprise dont le business model est éprouvé. Une entreprise qui a un fort potentiel de développement dans un secteur particulièrement porteur sur notre territoire, puisqu'on va parler de santé. Mais je vous laisse. C'est Jean Vellé, le président ça. de la CCI, qui va être le premier à annoncer le premier lauréat de cette édition 2020. J'ai le plaisir d'annoncer le coup de cœur remis par la CCI. Le nom de la société, c'est la société Diabeloop. Diabeloop, qui est représenté ce soir par son directeur général, Eric Hennecker, qui est avec nous en visio. Bonjour Eric. Bonjour. Bravo, félicitations pour ce trophée coup de cœur. Vous êtes le premier lauréat que l'on reçoit dans cette émission. Emmanuel Rivière le disait à l'instant, vous travaillez dans le domaine de la santé, vous développez une innovation qui va changer la vie quotidienne de nombreux malades du diabète. C'est ça. Donc nous, on développe ce qu'on appelle une boucle fermée, donc une automatisation de la délivrance d'insuline pour les personnes qui ont un diabète et qui ont besoin d'insuline, donc essentiellement des personnes qui ont un diabète de type 1, qui doivent s'injecter de l'insuline plusieurs fois par jour en fonction de ce qu'ils ont mangé, en fonction de la façon dont leur glycémie évolue. Et nous, on propose un système qui embarque de l'intelligence artificielle, du machine learning, qui permet d'automatiser ce système et donc d'avoir les trois éléments, moins d'hypoglycémie, moins de risque de complications et plus de temps pour vivre, moins de pénibilité, comme vous voulez le dire. Alors, quand on a la chance de ne pas être malade du diabète, on ne se rend pas compte, mais c'est une vraie contrainte d'être obligé au quotidien de mesurer ce taux d'insuline. Et vous allez leur simplifier la vie. Je crois que d'ailleurs, vous avez co-construit ce dispositif avec des patients. Absolument. Depuis le départ, on est avec... il y a la partie médecin, il y a la partie patient, il y a la partie ingénieur, data science, algorithme, et puis de l'ingénierie pour rendre le système parfaitement sûr d'un point de vue cybersécurité, qui fonctionne bien, etc. Et c'est cet ensemble-là qui fonctionne. On en parle avec énormément de patients quasiment tous les jours pour au départ construire le système et aujourd'hui l'améliorer parce qu'il va continuer à s'améliorer dans l'avenir. Combien de malades pourraient bénéficier de votre système en France ? En France, il y a 250 000 personnes qui ont un diabète de type 1. Et sachant que la plupart de ces personnes développent un diabète de type 1 avant l'âge de 20 ans. Et donc, ils ont un diabète de type 1 pour toute leur vie. Alors, la start-up Diabeloop a été fondée en 2015 à Grenoble. Vous faites partie d'ailleurs des fondateurs. Vous en êtes où aujourd'hui de votre développement ? Est-ce que ces produits vont bientôt être commercialisés ? Alors, il y a déjà des personnes qui portent le système en version commerciale. Il a été testé au total sur 250 personnes à peu près, avec différents essais cliniques. Et donc là, on a eu notre marquage CE sur un premier produit l'année dernière et un deuxième produit qui a été annoncé cette semaine. On est en discussion avec les autorités de remboursement pour pouvoir le rendre disponible à tout le monde. Et très prochainement, il sera disponible pour les patients qui en ont besoin en France, derrière en Europe, et puis après dans une troisième phase plus loin dans le reste du monde. Oui, puisque le diabète n'a pas de frontières. On se rend compte aujourd'hui que les maladies traversent les continents assez facilement. La production de ces dispositifs se fera également sur Grenoble. Comment vous allez organiser ça ? Absolument.
On a aujourd'hui, on a une production qui est essentiellement de la configuration d'électronique, donc c'est pas une énorme usine dont on a besoin, mais on a quand même des personnes. Donc là, on vient d'embaucher 3 personnes, techniciens de plus. Au total, on va avoir une équipe de production qui doit être à 7 personnes aujourd'hui. Au total, on a 100 employés. On va franchir la barre des 100 ces jours-ci. Et derrière, on va augmenter la cadence de production, le tout à Grenoble. Eh ben, merci beaucoup, Eric. On souhaite évidemment que ce projet se développe, puisse améliorer le quotidien des malades ici en France, mais également à l'international. Et puis bravo pour ce premier trophée coup de cœur remis donc à l'entreprise Diabloop. Bravo. Et merci à la CCI. Merci beaucoup. Alors le trophée d'Eric, il est là, sur cette table. Il viendra le chercher un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'on aura quelques intervenants en visio. Même si celui qui va nous rejoindre maintenant est présent physiquement. On va passer au trophée Leader Export. Emmanuel, c'est un mode de choix, de décision un peu différent du trophée coup de cœur. Hein. Oui, alors là, en fait, le choix des 4 prochains lauréats est fait à partir d'un classement qui est réalisé par la CCI de Grenoble auprès de 1000 entreprises. Et 2 critères, en fait, sont retenus. L'entreprise doit faire un chiffre d'affaires d'au moins 1,5 million et ou employer au moins 10 salariés sur le territoire, en local. Donc ce classement est réalisé par les équipes de la CCI, pilotées par Carole de Montal, qui est par ailleurs le manager de présence, et qui fait tout ça d'une main de maître chaque année. Et donc là, on va s'intéresser au premier du classement sur les entreprises qui exportent, les entreprises de moins de 50 salariés. Il y a deux catégories. Voilà, il y a 2 catégories. Ce sera pareil d'ailleurs pour la croissance. On a fait le choix de récompenser les entreprises de plus de 50 salariés et celles qui ont moins de 50 salariés. Et il y a un parrain aussi par lauréat. À chaque fois, c'est important d'avoir des partenaires qui soutiennent un événement comme celui-là. Et le parrain de cette catégorie, c'est le Dauphiné libéré, représenté par Guy Aboninck, le rédacteur en chef, que l'on retrouve tout de suite. Bonjour Thibaut, je suis en effet très heureux de pouvoir être parmi vous ce soir pour remettre ce trophée, le trophée du leader export dans la catégorie des moins de 50 salariés. C'est en effet un réel plaisir pour le Dauphiné libéré d'accompagner les trophées de l'économie avec la CCI et nos amis de Télé Grenoble. Le Dauphiné libéré fait vivre chaque jour et en temps réel l'économie du département et de l'ensemble de ses régions. Après le premier confinement, nous avons mis en place le Direct Éco, une rubrique économie diffusée en live sur notre site internet et sur nos applis. Le Direct Éco se traduit également par un supplément papier. En ces temps un peu compliqués par la crise sanitaire, l'objectif est ainsi d'accompagner le rebond de l'économie, et ceci au plus près de nos entreprises. C'est ainsi que j'ai l'honneur et le plaisir de remettre ce soir le trophée du leader export dans la catégorie des moins de 50 salariés à l'entreprise Allegro DVT, située à Mélin. Allegro DVT s'est imposé comme un leader mondial en matière de technologie de codage vidéo. Alors bravo à eux, je les félicite chaleureusement et je leur donne rendez-vous bien évidemment dans les colonnes du Dauphiné libéré et de sa rubrique Direct Éco. DVT, bonjour. Bonjour. Noir, félicitations. Et le trophée n'attendait que vous. Premier lauréat des catégories leader, donc export moins de 50 salariés. Guy Aboninck, le rédacteur en chef du Dauphiné, le disait, vous êtes installé dans l'agglomération grenobloise, sur le site d'Innovalet. C'est une entreprise qui a été créée en 2003. Expliquez-nous ce que vous faites chez Allegro DVT. Écoutez, nous sommes spécialisés dans les technologies de compression vidéo. Donc, nos clients sont les fabricants circuits intégrés qui utilisent nos solutions pour à la fois dans le développement et la vérification de leurs puces semi-conducteurs dédiées au traitement de la vidéo. C'est essentiellement des logiciels que vous développez Ce sont des blocs matériels qui prennent en charge des fonctions de compression, décompression vidéo et qui sont par la suite intégrés donc, par les fabricants de semi-conducteurs dans leurs puces.
Il faut savoir que donc, la fonction les fonctions de compression sont très complexes, hein, et donc on a besoin de répondre à plusieurs critères. Donc le premier critère étant bien sûr le taux de compression. Donc il faut faire en sorte que la taille du fichier vidéo soit la plus petite possible. Le deuxième critère, c'est la qualité vidéo. Donc il faut que cette opération de compression se fasse sans dégrader la qualité. Et enfin, c'est la complexité d'implémentation, hein, qui se traduit par la consommation électrique et aussi le coût silicium. Voilà. Alors, je crois que 80% du trafic Internet mondial aujourd'hui est généré par la vidéo. Donc, il y a effectivement un enjeu très important. Et vous êtes positionné à l'international, hein, avec ce trophée qui vient le rappeler. Tout à fait. Donc, vous avez rappelé donc, Internet, donc la vidéo dans Internet est devenue donc, un élément principal, hein. Donc aujourd'hui, on a des applications, donc les réseaux sociaux, hein, donc les plateformes type Facebook, YouTube, Twitter, qui manipulent des millions de vidéos par jour. On a aussi donc des nouvelles applications qui arrivent, hein, qui sont le cloud gaming, hein, donc c'est le transfert des jeux vidéo dans le cloud, qui aussi augmente cette demande de traitement vidéo dans le cloud. Donc nous, on s'est spécialisé donc dans l'accélération matérielle de ces fonctions de traitement. Donc on travaille avec les grands acteurs du cloud qui développent des puces dédiées, donc qui vont aller dans les data centers, hein, dans le cloud, pour prendre en charge et accélérer ces traitements vidéo. Voilà, on a un marché très porteur. Donc d'où gérer la performance à l'export, hein. Donc 97% de nos chiffres d'affaires en 2019 étaient à l'export. Et on va retrouver à peu près la même ordre de grandeur sur 2020. Ouais, 5,6 millions d'euros sur les 5,8 millions d'euros de l'entreprise. Tout à fait. Sont dédiés à l'export. On peut difficilement faire mieux. Voilà. Avec un taux comme ça. Ça s'accompagne également d'une forte croissance, hein, de l'entreprise. Oui, bien sûr, parce que quand on regarde le chiffre 2019, on a fait à peu près 100% de croissance, hein, sur 2018. Hein. Donc dopé par, je dirais, le marché, donc principalement américain, hein. Donc on fait 55% de nos chiffres d'affaires sur la région, donc Amérique du Nord, hein, Canada et US. Donc nos principaux nos clients sont dans la Silicon Valley, voilà. Et donc ils font partie des GAFAM, hein. Donc, voilà. Et on a donc 40% du chiffre d'affaires sur la région Asie-Pacifique. Donc bon, la performance export, elle s'explique par plusieurs raisons. Donc la première, c'est bien sûr les choix stratégiques au niveau de la R&D. Donc on a choisi, donc on a identifié le segment de data center comme étant très porteur. On a développé très tôt, à partir de 2018, des produits dédiés. On a aussi donc renforcé notre présence sur la région Asie-Pacifique avec des ressources commerciales et techniques. Et enfin, on a aussi fait l'acquisition d'une entreprise à Belfast, en Irlande du Nord, hein, qui est venue renforcer notre portefeuille produit et bien sûr aussi renforcer les équipes R&D. Alors, ce développement international ne vous empêche pas de rester attaché à notre territoire. Vous le disiez, l'entreprise se développe, embauche, donc il faut forcément des locaux adéquats. Et vous allez déménager là, dans quelques jours dans ces nouveaux locaux qu'on découvre, pas très loin de vous êtes aujourd'hui. Exactement. Donc aujourd'hui, on est à Mélon et on va aller donc à Montbonneau, hein. Donc on va s'agrandir, on va doubler la surface des bureaux. Et on prépare le déménagement, donc, qui va se faire, si tout va bien, donc, dans 2 semaines, juste avant Noël. Voilà. Donc, la crise n'a pas d'effet sur vous? Oui, tout à fait. Donc je confirme. Bon, heureusement pour nous que notre portefeuille client est diversifié. Les data centers, donc le secteur des data centers n'a pas connu la crise, hein. Le marché se développe. Il a été développé, tout à fait, voilà. Donc le déménagement va nous permettre d'offrir un cadre de travail plus agréable à nos salariés. Et surtout aussi attirer de nouveaux talents. Donc on est en plein recrutement. Donc on va recruter probablement entre 5 et 10 ingénieurs sur 2021. Eh bien voilà, une bonne nouvelle pour... Bravo en tout cas. Bravo. Merci. Des jeunes ingénieurs qui voudraient intégrer une société plein d'avenir. Puisqu'on parle de recrutement, Jean, un petit mot sur l'emploi en ce moment chez nous en Isère. Comment ça se passe? Au-delà de l'emploi, l'emploi est en train de changer de forme aujourd'hui, avec la notion de télétravail, avec la notion d'organisation de travail différente. Donc,
quelque part, je dirais, ça sera plus comme avant, c'est évident. L'emploi dans des secteurs comme le vôtre se tient bien. Il y a des demandes d'embauche. On le voit au niveau des différents leaders qu'on voit aujourd'hui, mais au niveau de différents secteurs. C'est plus dans les situations intermédiaires, dans les sociétés de services, dans les secteurs critiques que j'ai évoqués tout à l'heure, qu'effectivement, il y a un problème d'emploi. Aujourd'hui, les aides, c'est une bonne chose, mais les aides ne feront pas tout. Et ce qu'il faut, c'est redonner confiance, redonner, je dirais, une dynamique au monde économique et au business, et c'est par là que l'emploi se développera. Et bien voilà, en tout cas, bravo à Allegro DVT pour ce trophée export moins de 50 salariés, parce que vous êtes encore moins de 50, vous êtes une quarantaine, mais j'ai bien compris, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Bon, vous serez peut-être en concurrence avec l'autre leader que l'on va accueillir dans quelques instants, puisqu'on reste dans l'export, mais pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et le parrain de cette catégorie, c'est une station qui accueille chaque année des clients du monde entier, une station qu'on aime bien ici en Isère. On part tout de suite au pied des pistes de l'Alpe d'Huez. Retrouvez le nouveau directeur du site. Eh bien, je m'appelle Fabrice Boutet, je suis directeur général de SATA Group depuis le 4 avril. Donc vous imaginez bien une belle année qui me donne un bon baptême du feu. La SATA Group, c'est quoi? SATA Group, ça couvre l'exploitation des deux Alpes, l'exploitation de la Grave et l'exploitation de l'Alpe d'Huez. SATA Group, c'est un acteur économique de territoire, c'est ça qu'il faut retenir, puisque SATA Group, c'est une SEM. Et donc tout son enjeu, c'est de voir comment on va être capable de développer tout ce territoire au travers de nos 3 domaines, mais aussi au travers de toutes nos activités, de nos savoir-faire, et puis d'une stratégie qui est de devenir un domaine unique au monde, dans le monde de la montagne. Les grandes nouveautés vont être dès l'année prochaine avec le Télémix et le Chalvet. Et puis sur les deux Alpes, eh bien on attaque toute une DSP avec toute une remise à plat de l'ensemble de l'organisation des remontées mécaniques sur le domaine. Eh bien, cette année, on a l'honneur de remettre le trophée Leader Export. C'est toutes les entreprises de plus de 50 employés. Donc, eh bien, écoutez, le gagnant est, un tout petit peu de suspense, c'est la société Télédine E2V qui a gagné et nous sommes fiers de pouvoir leur remettre ce trophée. Voilà, et c'est Laurent Monge, le vice-président de Télédine E2V qui va nous rejoindre pour récupérer le trophée. Bienvenue Laurent, installez-vous. Bonjour. Félicitations à vous pour cette performance. Télédine E2V, leader export 2020, mais aussi leader mondial dans votre domaine d'activité. D'abord, merci beaucoup au nom de l'entreprise, au nom des salariés pour cette reconnaissance. Effectivement, l'export, c'est essentiel dans notre domaine. On est sur un marché mondial, nos fournisseurs sont dans le monde, nos clients sont dans le monde. Nos investissements pour être rentables en tant qu'entreprise nécessitent que les produits soient vendus dans le monde entier. Donc l'export, c'est quand même quelque chose qui est très important et nécessaire. Alors vous concevez, vous fabriquez des convertisseurs de données et des microprocesseurs haute fiabilité. Alors ce soir, on n'a pas que des spécialistes de microélectronique qui nous écoutent. Un microprocesseur, par exemple, qu'est-ce que c'est ? Au fond, déjà, nos marchés sont vraiment des marchés professionnels, donc des choses qu'on peut retrouver dans la vie courante. Un microprocesseur, on va le trouver dans son PC. Là, par exemple, ce sont des versions que l'on fait qui sont plus haute performance, plus haute fiabilité. Donc, vous allez les retrouver, par exemple, dans les systèmes de gestion des réacteurs d'avions de ligne. Mais vous allez aussi les retrouver, par exemple, dans les satellites de télécommunications. C'est des petits assemblages Alors, c'est des composants électroniques. C'est l'électronique, c'est de la microélectronique. Donc, c'est vrai qu'on le regarde, on ne voit pas grand-chose. Pourtant, ça contient énormément d'intelligence, je dirais, et de savoir-faire. À quoi ils servent les produits que vous fabriquez Alors, je peux vous donner des exemples d'applications. Donc, on a 2 grandes gammes de produits. Donc, celle que vous avez citée, donc, comme je vous le disais, la gestion des moteurs d'avion de ligne et toute la fiabilité et la sûreté associée à cela. Les satellites de télécommunication, recevoir des données, les analyser, les retransmettre sur la Terre. Puis, on va aussi retrouver des produits dans ce qu'on appelle l'imagerie aussi. Donc, vraiment un capteur d'image, l'œil, par exemple, l'œil d'un satellite d'observation de la Terre, mais aussi d'une caméra industrielle qui va, par exemple, aider un industriel à améliorer l'efficience de sa production en analysant les défauts. Et puis pour finir, un dernier exemple aussi, ça peut être des capteurs d'images embarqués dans ce qu'on appelle des capteurs de radiographie intraorale chez le dentiste, qu'on met dans votre bouche pour prendre une radiographie. Alors c'est une entreprise
qui fait partie du paysage grenoblois depuis plus d'un demi-siècle. Vous êtes basé à Saint-Égrève, juste à côté de Grenoble, avec un savoir-faire qui est développé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc c'est vrai que c'est une entreprise qui a une histoire vraiment fantastique. Depuis les années 50, un des berceaux de la microélectronique en France, à Saint-Égrève. Notre site est magnifique, dans un panorama magnifique. Et effectivement, au fond, quand on regarde le positionnement qu'on a en tant que société, parce que l'électronique est des très grandes sociétés, on est un petit peu un artisan, je dirais, de l'électronique. Et c'est là, je dirais, notre différenciation la plus forte. C'est-à-dire que vous faites les produits encore à la main. On voit là quelques images de salles blanches. Il y a beaucoup d'appareillage très high-tech. Alors, quand on parle de domaine de marché comme le spatial, par exemple, ça demande un savoir-faire, une minutie et effectivement, pour encore, je pense, très longtemps, le savoir-faire humain, l'expérience accumulée est irremplaçable. Et puis en plus aussi, le fait de pouvoir faire cela, je dirais, sur un même site avec tous nos salariés, ça permet aussi de personnaliser les choses selon les besoins de nos clients, donc dans un peu cette notion d'artisanat que j'évoquais, qui est aussi quelque chose qui est très différenciant en tant qu'entreprise. Combien de personnes travaillent sur le site de Saint-Égrève ? Donc à peu près 400 salariés avec du coup tout type de métier. On va retrouver de la production, en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va retrouver de la recherche et du développement, du marketing, de la vente. En fait, ce qui est, je pense, unique et aussi pour moi vraiment enrichissant, c'est que sur notre site, on retrouve tous les métiers dont on a besoin pour faire fonctionner une entreprise. Et c'est une richesse qu'on soit tous sur ce même site, aussi proches les uns des autres. Vous parliez du spatial, ça veut dire qu'il y a des produits qui sont fabriqués dans les laboratoires qu'on vient de voir et qui sont dans les navettes ou dans les satellites autour de la Terre ? Tout à fait. Donc, je vais prendre un exemple. Je pense que tout le monde connaît le positionnement GPS. On l'utilise beaucoup dans la voiture, dans le téléphone mobile. Il faut savoir que les États-Unis ont été les pionniers dans ce domaine-là, mais on équipe leurs satellites. L'Europe est en train de lancer sa constellation, a commencé déjà bien avancé dans sa constellation Galileo. On équipe les satellites. Et pareillement, par exemple, en Chine aussi, une constellation que développe la Chine qui s'appelle Beidou, que l'on équipe aussi. Voilà, pour illustrer un petit peu le type d'application, mais aussi le fait que l'on vend vraiment dans le monde entier. Bon, bravo à vous. On rappelle que c'est les performances 2019. Le secteur de l'aviation, ça risque d'être un petit peu plus compliqué dans les années qui viennent, j'imagine. Donc effectivement, l'année 2020 est très différente. Donc déjà, nos salariés vont dans l'ensemble bien d'un point de vue santé. On a fonctionné en permanence. On n'a jamais fermé, on n'a pas mis de salariés au chômage partiel. Et effectivement, vous avez raison, des marchés ont des baisses conjoncturelles, l'avionique commerciale. Des marchés aussi vont très bien, mieux que prévu, comme par exemple aussi le spatial. Bon, bravo. En tout cas, je rappelle votre performance, 90% du chiffre d'affaires à l'international, 118,9 millions sur les 132,2 millions, on est précis. C'est les bons chiffres. Qu'a réalisé Teledyne EDV en 2019. Jean vient de voir deux exemples qui nous prouvent que le savoir-faire grenoblois en matière de haute technologie est reconnu un peu partout dans le monde. C'est quand même une particularité, je dirais, du tissu grenoblois, avec le CEA, mais avec un certain nombre de grandes écoles à côté, qui fait qu'on a, je dirais, dans ce domaine-là, on a été baptisé pendant un temps la Silicon Valley française, voire européenne. Quand on regarde l'ensemble des lauréats aujourd'hui, on s'aperçoit que la partie électronique au sens large est très dynamique sur le territoire, puisque dans les différents lauréats, on retrouve partout une partie d'électronique cette année particulièrement. Allez, on va continuer à parler de microprocesseurs et de salles blanches et de haute technologie dans la suite de cette émission. Merci Noah Ramsey et Laurent Monge d'être venus récupérer votre trophée. Puis on vous souhaite évidemment une bonne continuation pour développer vos entreprises dans les années qui viennent. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous. Bravo. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec d'autres lauréats. À la suite des trophées Présence 2020, toujours avec Emmanuelle Rivière, la directrice générale de la CCI de Grenoble, et Jean Vellé, le président de la CCI. Jean, cette crise sanitaire dont on parle forcément en fil rouge au cours de cette édition, elle a changé aussi les habitudes de travail. Est-ce que ça va s'installer dans la durée, ce télétravail et toutes ces technologies qui ont été mises en place? C'est évident que ça, on ne travaillera plus demain comme on a travaillé hier en tant que tel. La notion de télétravail a changé la donne. Elle a permis une organisation différente
du travail, mais des réunions, une prise de conscience qu'il y avait un certain nombre de déplacements ou de réunions qui pouvaient se faire en étant sur place. Ça va changer les méthodes de management, puisque ça sera un management plus par délégation, par confiance, par responsabilisation des gens. Donc oui, il y a un changement profond, je dirais, dans la relation au travail et du travail. Bon, bien qu'il y ait des bons côtés quand même à trouver dans cette crise sanitaire. Emmanuel, on va passer au trophée désignant la start-up, puisqu'il n'y en aura qu'une qui sera récompensée ce soir, mais c'est un trophée différent des autres, celui-ci. Alors effectivement, c'est un trophée un peu différent, puisque là, pour le coup, on va parler des rubriques dans Présence. C'est la rubrique start-up dans laquelle on traite dans chaque numéro plusieurs start-up. On a fait le choix dans les numéros donc, de 2020 d'en sélectionner 11 à fort potentiel. Ces 11, nous les avons soumis au vote du public. Et puis le public a parlé, le public a voté. On les a mis en ligne donc, sur notre site. Et 3000 votants. Et une de ces startups a recueilli un tiers des votes. Ah oui, donc on va découvrir quelle est cette start-up qui a presque fait l'unanimité. Voilà, un tiers des votants, c'est vraiment un plébiscite, on peut le dire. Et puis c'est un prix qui a de la valeur parce que c'est les internautes, les lecteurs du magazine Présence qui ont choisi. Et les visiteurs du site Présence qui ont choisi. Qui ont choisi d'élire cette année la start-up Warm Sensing. Je vous demande d'accueillir Jean-Sébastien Moulet, qui est l'un des deux fondateurs de cette start-up. Voilà, il l'attendait derrière la porte du studio, Jean-Sébastien, et il nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Bravo à vous. Le trophée Présence 2020 est à vos côtés pour une start-up très jeune. Je crois que vous avez moins d'1 an d'existence. Exactement. Merci beaucoup à la CCI pour ce prix, qui a été une grande surprise pour nous les premiers, parce qu'effectivement, très jeune, pas beaucoup d'existence, et ça vient conclure cette première année, j'ai envie de dire, en beauté. Voilà, on n'est pas très réseaux sociaux, on n'est pas très communication pour l'instant. Et c'est vrai que d'avoir reçu autant de soutien du public, finalement, parce que c'est les internautes qui ont voté pour ce prix, c'est une belle surprise et ça nous booste dans notre envie de continuer et cette aventure Warm Sensing, tout simplement. Alors, vous développez des capteurs de vibration. Vous m'avez amené c'est ça, exactement. un de vos exemplaires. Alors, ça ne va pas être facile à montrer aux téléspectateurs. Voilà, est-ce que... on se rend compte déjà que c'est tout petit. Ça se passe là, j'imagine. Exactement. Donc, en fait, oui, c'est des patchs sensibles à de la vibration. Et du coup, effectivement, comme vous le dites, leur faculté première, ça va être qu'ils vont être très facilement applicables ou intégrables sur un objet. Et rendre un objet sensible à la vibration, ça a de nombreuses applications. On travaille par exemple sur des interfaces tactiles. Donc aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, on aime bien interagir avec notre smartphone, c'est intuitif, c'est universel, tout le monde est capable de le faire. Et donc nous, notre objectif, ça va être de proposer les mêmes fonctionnalités, mais sur d'autres matériaux, d'autres surfaces, et finalement de rendre n'importe quelle surface tactile. On le voit là avec cette petite vidéo qui montre ce qu'on peut faire maintenant avec des capteurs. Exactement, comme les vôtres. Donc ça c'est un des démonstrateurs qu'on a fait cette année, où on est venu finalement fonctionnaliser une planche de bois. Et donc, on lui donne des fonctionnalités tactiles qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui et qu'on aime utiliser sur notre smartphone, qui est vraiment le vecteur principal de ce type d'interaction, à d'autres matériaux. Donc ça a des applications importantes, consumer, donc c'est tout ce qui va être, par exemple, interface tactile dans l'automobile, dans l'intérieur de voitures, ou pour tout ce qui va être smart home, par exemple. Mais ça a aussi des applications importantes dans l'industrie. On va pouvoir équiper des espaces de travail pour des opérateurs ou des techniciens et leur permettre de manipuler des objets, de fabriquer des objets d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive et beaucoup plus ergonomique. Avec votre planche de bois, là, vous pouvez téléguider des robots, par exemple? Oui, bien sûr. Enfin, la surface devient sensible et après, de la même manière qu'on joue avec notre smartphone aujourd'hui, on va être capable de piloter des objets beaucoup plus complexes. Et donc, effectivement, l'intérêt, c'est que on joue sur le côté intuitif et ergonomique et ça va demander du coup des formations moins longues, moins complexes et une dextérité pour les utilisateurs bien plus importante par rapport à ce qu'ils doivent faire. Vous parliez du marché de l'automobile. Effectivement, là, il y a
un champ d'investigation très large, surtout que c'est un marché qui est en pleine mutation avec les futures voitures autonomes. Oui, complètement. Donc, les travaux qu'on mène avec l'automobile aujourd'hui sont vraiment dans cette démarche du changement du marché automobile, le côté électrique, car sharing, le partage de voitures, où on cherche justement à avoir des interfaces ergonomiques, épurées, finalement, qui vont s'adapter au conducteur, qui va changer souvent puisqu'on va partager nos voitures. Et effectivement, les interfaces qu'on propose, qui vont pouvoir s'appliquer sur un peu tous les matériaux qu'on peut trouver dans la voiture, sont très intéressants. On le voit là, sur cette petite vidéo, comment on peut ouvrir une porte avec simplement une petite pression du doigt sur la carrosserie de la voiture. Aujourd'hui, vous êtes hébergé au CEA, dont vous êtes issu. Le développement de l'entreprise, les premiers produits, c'est pour quand ? Donc là, les premiers produits, on les voit arriver en 2022. Donc aujourd'hui, on est en train de terminer une phase où on a fait beaucoup de prototypes, beaucoup de preuves de concept pour différents industriels, donc secteur automobile, mais bien d'autres aussi. Et voilà, et 2021 sera le début des premières collaborations pour fabriquer des produits avec nos clients. Donc comment on va intégrer nos capteurs dans leurs objets et proposer du coup une solution augmentée à nos clients dans leurs produits. Et voilà, et première commercialisation normalement pour 2022. Vos clients, c'est qui ? Donc nos clients aujourd'hui, c'est des équipementiers de rang 1 dans l'automobile. De rang 1. Exactement, ouais. Donc sur des systèmes déjà assez complexes. Après, on a d'autres clients sur la partie diagnostic embarqué, qui est aussi un autre avantage d'utilisation de la vibration, où on leur va être plutôt dans un secteur industriel de l'énergie, où donc ça va être vraiment faire du diagnostic embarqué pour permettre à des infrastructures déployées, déportées sur des grands territoires, de renvoyer une information quand son fonctionnement n'est pas le régime normal de fonctionnement. Donc ça, c'est tout ce qui va être le secteur éolien, par exemple, tout ce qui va être la maintenance des éoliennes. Dans les transports, ça va être le ferroviaire, c'est-à-dire vraiment être capable d'avoir un suivi plus précis des grandes infrastructures, au sens large du terme. J'ai envie de dire, vous êtes une start-up typique de l'écosystème grenoblois. Totalement. Exactement. Des ingénieurs qui passent par le CEA et puis qui... On est dans le modèle type. Ah voilà, c'est pas le premier, mais beaucoup ont réussi en suivant cette filière. D'ailleurs, je crois que vous avez la volonté de rester dans le bassin. Vous avez quitté le CEA au bout d'un moment, forcément, mais de rester ici dans l'agglomération grenobloise. Oui, tout à fait. On est vraiment des très beaux produits de l'écosystème. On a, avec donc, mon cofondateur Lamine Benaïssa, on s'est rencontrés d'ailleurs à l'INPG, on a fait toutes nos classes ensemble. On a ensuite travaillé effectivement au CEA ou chez d'autres acteurs industriels du bassin grenoblois ces dernières années, pour finalement monter notre propre entreprise et la faire vivre sur Grenoble, en fait. Enfin, on est très attaché au territoire, il nous a beaucoup apporté, donc c'est aussi un moyen pour nous de lui rendre l'appareil. Et c'est vrai qu'on bénéficie ici d'une expertise qui est très large. Il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer une belle entreprise ici. Et voilà, et on est content de faire partie et de participer à cet écosystème. Bravo d'avoir la fibre entrepreneuriale, parce Merci, que l'environnement le permet, mais encore faut-il avoir la fibre, et c'est très bien. Bravo. Merci beaucoup. Jean voit d'ailleurs que le Covid a ralenti l'économie. Il n'a pas vraiment ralenti l'innovation et l'envie de développer des nouveaux produits. On est une terre d'innovation quelque part depuis toujours, depuis longtemps. La preuve, on a des produits aujourd'hui. C'est lié à notre environnement, c'est lié au fait qu'on trouve sur place, au-delà du CEA, des grandes écoles, l'INPG qui a été cité, ou GEM dans d'autres secteurs, ou l'université. Donc quelque part, on a l'environnement, je dirais, d'études qui va bien. On a l'esprit montagne qui peut-être développe aussi cette partie partenariat. Et les grands groupes qui sont installés ont joué aussi le jeu, je dirais, de la solidarité, puisqu'on a la particularité d'avoir un tissu économique avec des très grands groupes, avec des ETI, un nombre d'ETI important, et justement une multitude
de petites sociétés, de start-up, et tout ça fait un équilibre dans lequel on peut, je dirais, faire des échanges, on peut mutualiser. Et la CCI en fait partie aussi de mettre ces gens-là en relation à travers des systèmes comme Ecobiz ou d'autres structures. Des startups qui ont souvent besoin de fonds pour se développer. Et là aussi, Grenoble est plutôt bien positionné en la matière. Dans un dernier sondage qui date de 1 mois, dans l'ensemble des grandes métropoles françaises, Grenoble est la première et de très loin sur le montant des levées de fonds. Donc, quelque part, au-delà du terreau qu'il y a sur place, il y a la confiance des investisseurs dans ce terreau pour apporter de l'argent, parce que s'ils apportent de l'argent, c'est qu'ils y croient. J'imagine que ça va être une étape, Jean-Sébastien, oui. Avant l'usine, peut-être d'avoir quand même les fonds pour la construire. Il va falloir des fonds pour construire l'usine, ça c'est sûr. Oui, effectivement, nous, ce sera en 2021. Hein, c'est l'année charnière pour nous, ça va être d'être capable de lever des fonds pour pouvoir continuer à croître et continuer cette aventure. Bon, je pense que ce trophée pourra vous permettre à convaincre certains investisseurs de vous accompagner sur ce développement. Merci, vous restez avec nous parce qu'on va passer à un autre lauréat et on va changer de catégorie. Emmanuel, on va passer à la croissance, qui est un indicateur important en économie. Oui, bien sûr, qui est un indicateur important, mais ce que je tiens à souligner, c'est que quand on fait le choix de l'entreprise qu'on va récompenser, on s'attache à vérifier que cette croissance elle est bien installée et qu'elle perdure depuis déjà quelques années. Oui, c'est pas simplement c'est pas sur l'année 2019. C'est une entreprise qu'on va récompenser qui a une belle croissance en 2019. Qui a une belle qui croissance, dans la continuité exactement. Dans une dynamique de son développement. Et c'est vrai que c'est important parce que il peut arriver que sur une année exceptionnelle, il se passe quelque chose, mais c'est bien quand ça se pérennise et que ça s'inscrit dans la durée. Alors ce trophée croissance, pareil, il y aura moins de 50 salariés et plus de 50 salariés. On va commencer par les plus petites entreprises et c'est un trophée qui est parrainé par l'assureur Groupama. Dominique Campion, le directeur commercial, nous présente son entreprise et nous annonce donc le nom du lauréat. En quelques mots, Groupama, c'est un assureur à visage humain. En étant présent partout sur le territoire, on offre une relation personnalisée en face à face. À titre d'exemple, en Isère, nous avons plus de 30 agences, une centaine de conseillers commerciaux, dont plus de 20 dédiés au monde des professionnels et de l'entreprise. Un assureur à visage humain également parce que dans notre ADN figure la solidarité. En cette année si difficile qui a touché nombre d'entre nous, nos équipes, tant commerciales que nos élus, ont pris soin d'appeler une grande majorité de nos clients pour prendre de leurs nouvelles et, chaque fois que c'était nécessaire, les accompagner par des mesures individualisées. Aujourd'hui, au nom de Groupama, je suis très fier de remettre ce trophée à Crocus Technologies, fleuron de l'écosystème isérois. Voilà, et on accueille Ken McKay, le représentant de Crocus Technologies, vice-président technologie justement de l'entreprise. Bonjour Ken, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et merci. Eh bien, félicitations, le trophée est là et n'attend plus que vous, Ken. Crocus Technologies, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les capteurs magnétiques de pointe. J'imagine que vos capteurs ont quelques particularités pour être comme ça mis à l'honneur. Bien sûr, et merci pour l'occasion de parler de Crocus Technologies, parce que c'est un honneur de recevoir l'Intel Prix. Nos capteurs sont magnétiques. Et à la base, c'est un type de technologie qu'on appelle TMR, qu'on trouvait uniquement dans les disques durs. Et nous, on a su prendre cette technologie de base et le rendre disponible pour toute une gamme de capteurs différents, industriels, grand public, automotive. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Comment intégrer ces matériaux dans les puces, les capteurs qu'on peut utiliser dans des applications beaucoup plus vastes qu'un disque dur. Ça fait plusieurs années que vous développez cette technologie au sein des laboratoires grenoblois, notamment en salle blanche. Oui, tout à fait. On était à la base issu d'un laboratoire CEA, il y a très longtemps, en 2005. Et depuis, on est hébergé au Minatech Entreprise sur le site de CEA à Grenoble. Et c'est là où on a nos machines de production et de tests de caractérisation.
Alors, la salle blanche, on peut le rappeler, c'est un environnement particulier pour développer des produits. Tout à fait. La salle blanche, c'est un endroit qui est incroyablement propre parce qu'on ne peut même pas se permettre le moindre poussière de contaminer un circuit. Les circuits sont on voit quelques images là. Les circuits sont très petites et la spécificité de ce qu'on fait de nos matériaux nécessite le contrôle des épaisseurs de matériaux qu'on ajoute de l'ordre de quelques couches atomiques. Donc c'est vraiment presque les atomes qu'on empile les uns après les autres pour permettre d'avoir les fonctionnalités nécessaires pour diverses applications. Donc il ne faut pas contaminer. Pour faire ces images, Baptiste Bertrand, un des journalistes de Télé Grenoble, il y a un protocole particulier pour entrer en salle blanche avec une caméra. C'est pas si simple. Il y a des gens qui se plaignent avec les protocoles Covid parce qu'il faut porter un masque. Mais effectivement, pour entrer en salle blanche, il faut porter bien plus que ça parce qu'on n'a pas le droit d'apporter avec soi le moins de particules sur les vêtements, sur les cheveux. Donc c'est vraiment une combinaison intégrale avec bien sûr le masque. Et donc, c'est aussi un lieu de travail qui est sécurisé, même Covid Secure aussi, pour les mêmes raisons. Alors, les salles blanches, bon, on commence à connaître. On a eu plusieurs entreprises qui développent leurs produits dans les salles blanches ce soir. Vous travaillez aussi en salle grise. Alors, ça, c'est moins commun. C'est quoi une salle grise? Les salles grises, c'est là où on fait c'est ce qu'on voit là à l'image. Les tests. Et c'est un parti aussi important parce que c'est après la fabrication est finie. On a besoin de vraiment caractériser est-ce que tous les produits conforment aux besoins finaux des différents clients, mais est-ce que aussi pour apprendre sur comment fonctionner les matériaux qu'on a mis dedans. Et donc, toute cette caractérisation est faite dans les salles, pas aussi propre que pendant la fabrication, parce que c'est fini, mais propre quand même, parce que là, c'est à l'étape de wafer. C'était quelle classe, une salle grise? C'est à peu près 10 000. Classe 10 000. Alors qu'une salle blanche, ça peut être classe 1 ou classe 10, pour donner des ordres de grandeur. L'ordre de grandeur. La partie des images initiales, c'est classe 1. Voilà. Donc, ça vous donne... Et une salle d'opération, c'est une classe 10 000. Ouais, c'est le nombre de particules qui restent, entre guillemets, dans l'air. Exactement. Donc, c'est important parce qu'à cette étape de process, c'est encore les wafers complets de silicium et ils ne sont pas découpés encore dans les milliers de puces finales qui sera mise en boîtier plus tard. Alors, vous avez plus que doublé votre chiffre d'affaires en un an. Vous êtes passé de 8 à 16 millions, 114% de croissance. Emmanuel Rivière soulignait le fait que les entreprises qui sont lauréates de cette catégorie s'inscrivent dans la durée. Donc, ça veut dire que votre croissance, vous allez encore la poursuivre dans les années à venir? On compte bien et on s'y ploie pour le maintenir. Alors, comment vous allez faire? Parce que les atouts de Crocus sur nos capteurs TMR, c'est qu'on est devenu best in class. Et donc ça, c'était vu par les clients finaux. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir des croissances. On vient de sortir 3 nouveaux gammes de capteurs cette année. Et les spécificités des marchés de capteurs, c'est qu'il y en a beaucoup d'endroits où on peut s'en servir de ces capteurs magnétiques. Donc, au fur et à mesure qu'on aborde les marchés en croissance, que ce soit le marché de data center pour les mesures de courant électrique, que ce soit le marché de véhicules électriques, ça c'est aussi un marché en forte croissance. Tous ces marchés ont besoin de cette mesure de précision de plus en plus accrue par rapport à ce qui était possible avant. Et donc, on est bien positionné avec ce qu'on a annoncé cet été et que ce qu'on va annoncer dans l'année qui vient, de croître avec ces marchés qui eux aussi sont en plein essor. Je crois que sur les smartphones aussi, vos capteurs permettent d'améliorer la stabilité quand on fait de la vidéo, et notamment. Donc, il y a toute une nouvelle gamme de produits qu'on travaille dessus, qui sont très intéressants pour le volume des smartphones. Et on connaît tous les smartphones d'aujourd'hui. Ils se différencient principalement par leur appareil photo. Et l'appareil photo, les 2 fonctions clés, c'est la mise au point rapide et précis et la stabilisation de l'image, parce qu'on est toujours en train de marcher à droite à gauche. Donc, c'est important que l'image reste stable. Et nous avons 2 gammes de capteurs qui adressent spécifiquement ces fonctionnalités et qu'on espère qu'on va pouvoir les annoncer l'année prochaine. Très bien. Bon, petite équipe, hein, Crocus, je crois que vous êtes une vingtaine de personnes ici sur Grenoble. Donc, effectivement, on est 25 sur Grenoble et on a réussi à faire autant qu'on a réussi à faire. C'est grâce à cette petite équipe
bien motivé, bien dynamique. Et c'est le travail en équipe, parce que des fois, il y a beaucoup de choses qui se gèrent pas par l'individuel. Il y a des individuels très talentueux, mais aussi en esprit d'équipe, c'est vraiment une équipe formidable. Et cette année en particulier avec le Covid, c'est cet esprit d'équipe qui nous a permis aussi de maintenir l'activité presque comme d'habitude. Eh bien, bravo. On a une autre équipe aux États-Unis. Oui, c'est ça. Vous avez une filiale à Santa Clara, qui est aussi important. Silicon Valley. C'est les deux Silicon Valley, en fait. Hein. La petite aux États-Unis et la grande ici. Sur ces deux côtés de ces deux Silicon Valley, c'est important qu'on se parle le plus souvent possible. Et donc, ce travail d'équipe entre outre-mer, c'est un autre aspect de notre entreprise qui est très important également. Bon, puis vous faites le lien, Ken, entre les deux sites, puisque, comme on l'a reconnu avec votre accent dauphinois, vous êtes écossais. Hein. Oui, ben, j'adore l'accent dauphinois, mais mon accent, malheureusement, n'est pas dauphinois. Et ça, c'est de l'Écosse. Et donc, j'apprécie bien les internationales France-Écosse. Mais voilà. Il doit y avoir un match quand il y a France-Écosse en rugby au sein de Crocus Technologies. Bravo, en tout cas. Bravo. Et merci d'être venu nous développer un petit peu ce que vous faites sur le bassin grenoblois. On reste dans la catégorie croissance, mais on passe donc dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et c'est la Banque Rhône-Alpes qui parraine ce lauréat. Je laisse Philippe Delacarte, le président de la Banque Rhône-Alpes, nous présenter son entreprise et nous révéler également le nom du gagnant 2020. Bonsoir, je suis Philippe Delacarte, président de la Banque Rhône-Alpes. La Banque Rhône-Alpes est une banque d'origine grenobloise qui s'appuie sur 3 valeurs essentielles. L'ancrage régional, tout d'abord, c'est notre histoire, c'est aussi le meilleur moyen de bien connaître nos clients. La dimension humaine, dans les relations que nous entretenons avec nos clients, c'est essentiel pour nous. Et puis également l'agilité, la capacité à fonctionner en circuit court et qui nous permet de réagir rapidement aux demandes de nos clients. Notre vocation, c'est d'accompagner le développement économique du territoire. Et pour cela, ce que nous voulons, c'est encourager l'envie d'entreprendre au sein de nos territoires. Alors, bien sûr, lors de périodes singulières, telles que celles que nous avons vécues en 2020, au travers en particulier des PGE que nous avons mis en place ou des demandes de report d'échéance que nous avons bien sûr traitées, mais aussi au travers tout simplement de projets, de beaux projets, comme on peut les voir ce soir à l'occasion de cette nuit de l'économie. Très heureux de remettre cette année virtuellement le trophée de la croissance à Eric Bessus de la société Carré. Bravo Eric. Merci à Philippe Delacarte et Eric Bessus est avec nous également en visio. Bonjour Eric. Bonjour. Vous nous entendez bien? Je vous entends parfaitement. Bon, il y a un cadre très cosy autour de vous, ce n'est pas pour nous déplaire. Vous êtes le président du directoire de Calray, leader européen des processeurs intelligents. Exactement, donc je suis sûr que vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'un processeur intelligent? Vous me l'enlevez de la bouche. Je vous en ai amené un là. Alors ça, c'est un des produits que vous développez au sein de Calray. Processeur, on l'a vu avec un précédent lauréat, c'est un assemblage électronique, une miniature qui se met souvent sur une carte et qui permet l'exécution d'instructions pour un ordinateur, par exemple. Comment vous arrivez à rendre ces composants électroniques intelligents? Ça, c'est plus curieux. C'est plus curieux. Donc, tout à fait, comme vous avez dit, donc un processeur, c'est un assemblage de transistors là, qui vont faire quelque chose. Il se trouve que notre puce a à peu près 9 milliards de transistors pour vous donner des ordres de grandeur. Alors, pourquoi on dit que c'est une puce intelligente? En fait, c'est parce qu'elle a pour vocation d'être dans ce qu'on appelle les systèmes intelligents. Alors, ça veut dire quoi? Un système intelligent, en fait, c'est un système qui est capable de comprendre son environnement et de prendre une décision. Alors, je vous donne un exemple, vous allez tout de suite comprendre. C'est un exemple qui devient de plus en plus à la mode, c'est la voiture autonome ou la voiture semi-autonome. C'est quoi une voiture semi-autonome? C'est une voiture normale qui est bardée de capteurs. Ces capteurs, ils vont enregistrer, ils vont filmer la route, typiquement. Il va falloir analyser ce flot de données monstrueux, c'est à peu près 1 gigaoctet d'informations par seconde, et extraire de l'information. Là, il y a un signal de stop, là, il y a un feu, là, il y a un piéton qui va traverser. Et pour faire ça, il y a besoin de processeurs complètement différents des processeurs traditionnels dans un ordinateur ou dans un iPhone. Il y a besoin de processeurs qui vont être capables d'analyser ces données très, très rapidement, souvent en faisant tourner des algorithmes d'intelligence artificielle, mais pas que, pour prendre des décisions. Voilà.
Je crois que votre puce, elle est capable, alors vous allez me confirmer si le chiffre est bon, parce qu'il me paraît énorme, de faire 25 000 milliards d'opérations à la seconde. Oui, tout à fait. On a du mal à se rendre compte de ce que ça fait, un chiffre aussi grand, mais on comprend la puissance. J'imagine qu'il y a d'autres fabricants dans le monde de ce type de puce. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la vôtre? Comment elle peut intéresser les marchés? Alors, on va revenir à la base, je pense, du bassin grenoblois et les autres magnifiques exemples des sociétés qui étaient avant nous. C'est la technologie. La technologie, elle vient hasard du CEA. Donc, en fait, on a développé un processeur qui est vraiment architecturé de manière complètement différente, qui est d'ailleurs beaucoup plus proche d'un supercalculateur que d'un processeur actuel. Et donc, cette technologie, elle a cette capacité à analyser ces flots de données très, très importants en temps réel et surtout à faire tourner un très grand nombre de fonctions en parallèle parce que le système intelligent demande en fait de faire plein de choses à la fois. Voilà. Donc bien sûr, il y a un gros marché derrière. D'ailleurs, ce marché-là s'appelle le marché du edge computing, dont on entend de plus en plus parler. Il y a bien sûr des concurrents, y compris des gros acteurs. Par exemple, celui qui est le plus connu, c'est Nvidia. Mais c'est un marché qui est très différent même du marché traditionnel de ces gros acteurs. Vous prenez des acteurs comme Nvidia, leur marché, c'est la carte graphique. Donc, ils essaient d'utiliser les mêmes technologies pour un marché différent. Et donc, notre grande différenciation, c'est notre technologie qui a vraiment été développée, en particulier au sein du CEA, pour ce type d'application. Ouais. Un calculateur aussi puissant que ça demande, j'imagine, beaucoup d'énergie aussi. C'est important en ce moment, ce paramètre dans l'évolution des développements de société. Alors, bien sûr, il y a un côté consommation qui est très important. Et une des particularités de notre technologie, c'est d'avoir des très faibles consommations, donc de faire ces 25, ce qu'on appelle teraops, donc toutes ces opérations dans la seconde, mais avec en fait des enveloppes de consommation très faibles, puisqu'on parle de autour de 20 watts. Donc c'est quelque chose d'extrêmement minime par rapport à la performance qui est amenée. Calray, c'est une société qui a été fondée il y a une dizaine d'années, un petit peu plus. Aujourd'hui, vous faites un chiffre d'affaires qui peut paraître modeste, à 1 million d'euros, un peu plus. Je crois qu'il y a eu beaucoup de levées de fonds pendant les premières années de la formation de l'entreprise. C'est un sujet qu'on appelle deep tech, hein, très classique, avec un développement très classique. Vous avez au départ une technologie qui sort du laboratoire, qui a encore beaucoup de choses à faire. Là, on parle de technologie à la fois pour faire un processeur, et comme vous avez vu, 9 milliards de transistors, ça fait beaucoup. Il y a aussi tout un environnement logiciel à développer, donc ça prend du temps. Et ça qui est intéressant aujourd'hui dans le projet de Calray, c'est qu'on est en train de sortir cette phase de maturation des produits pour entrer vraiment dans une phase de déploiement commercial à gros volume. Alors, on est vraiment au tout début, comme vous le notez. Et ce gros volume, est-ce qu'il intervient? Il intervient quand nos clients, nous, rentrent en production. Et le plus gros marché là, qui va commencer à être déployé, c'est le marché data center, puisqu'on a développé des cartes d'accélération qui se mettent dans les serveurs. Et c'est bien sûr un énorme marché parce qu'il y a un énorme besoin en fait, d'accélérer tout ce qui est manipulation des données dans un data center. Et puis, il y a des gros marchés derrière. Vous avez mentionné le marché de la voiture. On est très actif dans le marché de la voiture, avec en particulier on a des actionnaires qui sont très connus. On a Renault comme un de nos actionnaires. On a aussi le plus gros fabricant de puces au monde, dans le monde de l'automobile, qui s'appelle NXP, qui nous a rejoint en avril. Et donc, mais ça, c'est un très, très gros marché de croissance, mais qui interviendra plutôt autour de 2023-2024. Je crois que vous avez des grosses ambitions en termes de croissance du chiffre d'affaires là, pour les 3 années à venir. Oui, tout à fait. Donc, comme je vous disais, on espère, c'est vraiment notre volonté que ce revenu tel que vous l'avez mentionné, c'est vraiment embryonnaire par rapport à ce qu'on peut faire. Et on a un objectif très ambitieux de faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 2 ans. Alors, comment faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires lorsqu'aujourd'hui vous faites quelques millions? En fait, l'équation est assez simple, même si c'est bien sûr plus difficile à déployer. On a maintenant un produit, comme je vous disais, qui sont des cartes d'accélération et qui valent à peu près 1 000 euros. Et notre ambition, c'est de vendre au moins 100 000 cartes dans les data centers d'ici 2 ans. Et en fait, c'est un objectif qui est très atteignable si vous regardez aujourd'hui les clients que l'on a ou le nombre de serveurs aujourd'hui qui sont développés dans le monde. 100 000 cartes, c'est pas énorme et ça commence à faire du gros chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment notre ambition. Ouais, et puis, Jean Vellé le signalait tout à l'heure, la crise n'a pas impacté l'activité des data centers. Bien au contraire, hein, c'est un domaine qui a
cru, entre guillemets, pendant toute cette période de confinement et qui va continuer à se développer. Donc, ça laisse des belles perspectives pour Calray. Bravo. En tout cas, Eric, on garde le trophée sur la table pour l'instant et puis on aura le plaisir de vous le remettre en main propre un peu plus tard. Merci beaucoup. Et oui, vous parlez du télétravail. Voilà, on est un bon exemple d'application. En tout cas, merci beaucoup. Et je tiens surtout à remercier aussi tous nos collaborateurs, une centaine de personnes sur le bassin grenoblois, qui bien sûr participent tous les jours à faire de Calray une très belle aventure. Merci et bravo. Eh ben voilà, on le voit avec les 3 lauréats qui viennent de succéder. Jean, que le CEA de Grenoble est un gros pourvoyeur d'entreprises innovantes. C'est indéniable que le dynamisme et toute la créativité, l'innovation dont on parlait précédemment, le CEA est l'acteur majeur en tant que tel. Plus de 150 sociétés créées. Vous avez des grands noms, ST, Soitec. Vous avez, quand on regarde aujourd'hui le panel des lauréats, il y a tous un lien avec le CEA, pratiquement à un moment ou un autre. J'ai trouvé encore un deuxième lien, un troisième, c'est qu'ils ont tous la notion de data center, qui quelque part fait partie de leurs clients et de leur prospection commerciale, et le marché automobile aussi, puisque quelque part, avec la révolution qu'il y a dans l'automobile, tout le monde peut apporter et ses capteurs et ses microprocesseurs et autres dans ce secteur-là. Donc, il y a vraiment... C'est des périodes, mais en ce moment, ces périodes et ces orientations sont très fortes. Ouais, CEA, Data Center, Salle Blanche et marché de l'automobile. On a résumé pratiquement l'édition 2020. On a un tronc là sur l'édition 2020 très clair. Bon, on va poursuivre d'ailleurs avec le dernier lauréat. On félicite encore une fois, on les remercie d'être venus, Ken McKay pour Crocus Technologies et Jean-Sébastien Moulet pour Jeune Startup Plein d'Avenir Warm Sensing. Merci également Eric Bessu depuis sa visio. Et on se retrouve dans quelques secondes pour clore cette édition 2020 des trophées avec le lauréat, le leader de l'année 2020. Et merci à vous. Merci beaucoup. Allez, avant d'accueillir le dernier lauréat de ces trophées Présence 2020, on va se pencher vers l'année qui nous attend, 2021. Jean Vélé, une année importante pour la CCI de Grenoble. L'année 2021 est une année importante pour la CCI de Grenoble. La CCI de Grenoble est en pleine transformation, à la fois dans son modèle économique, puisque maintenant nous sommes une société de services à la disposition du territoire. Donc nous avons été obligés d'adapter un peu notre offre. Nous avons également une nouvelle organisation avec l'arrivée d'Emmanuelle comme directrice générale, avec un certain nombre, je dirais, de décisions de regroupement de nos moyens sur la gare, à côté de WTC. Donc une année forte en changement pour s'adapter à l'environnement et pour être au mieux pour accompagner notre territoire. Le déménagement de tous les services est prévu à quelle date ? Alors, on a un peu de décalage lié effectivement à la livraison des travaux, mais il se fera sur le mois de février, avril. Il se fera sur le mois d'avril avec un bon mois de retard. La CCI qui reste dans le centre-ville de Grenoble, mais qui change de quartier. On va passer au dernier trophée de la soirée. J'ai envie de dire que c'est le plus important, Emmanuel, puisqu'il consacre le leader de l'année. Exactement. Et pour cette édition, année exceptionnelle, choix exceptionnel. On a choisi de récompenser une ambition, plus que des résultats finalement. Une ambition. On a choisi de récompenser une entreprise qui va proposer une technologie intéressante, innovante, vraiment porteuse d'avenir, qui va permettre de réindustrialiser notre territoire, puisqu'elle a l'intention de s'implanter à Champagné. Dans notre agglomération. Je fais un peu de teasing. Et donc, qui sera créatrice d'emplois, de beaucoup d'emplois. Enfin, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a fait le choix de cette entreprise. Et je laisse alors, c'est Jean qui va l'annoncer. Voilà, le trophée Présence pour cette année est attribué à l'entreprise Aledia. Et on a le plaisir d'avoir avec nous, il va nous rejoindre sur le plateau, Giorgio Anania, le PDG et cofondateur d'ailleurs d'Aledia. Bonjour Giorgio.
Bonjour. Bienvenue. Comme on approche de Noël, Giorgio est venu avec plein de cadeaux pour nous pour finir voilà. l'émission. J'ai la barbe, je peux faire le rôle. Voilà, vous pouvez faire le Père Noël, c'est vrai. Aledia, une spin-off du CEA. Une de plus, aujourd'hui, on en a eu plusieurs, fondée en 2012 et qui s'est émancipée de sa maison mère ces derniers mois pour s'installer dans l'agglomération grenobloise à Esch-Tyrol. Vous développez une technologie qui va parler au grand public puisque vous travaillez sur les écrans qui sont devenus aujourd'hui des outils de la vie quotidienne qu'on est 3 ans jusqu'à 90. En fait, on voit le monde maintenant à travers les écrans. C'est la façon à laquelle on voit tout ce qui se passe autour. Nous nous attaquons à toutes les catégories d'écrans, de la grande télé, au laptop, l'ordinateur, le téléphone portable, les montres et même la réalité augmentée qui va venir dans 3 ou 4 ans. Dans les lunettes et les écrans qu'on intègre comme ça, on met les masques sur le visage pour voir le monde autrement. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre technologie, pour investir ce domaine? Les écrans, il y aura une grosse rupture technologique. Aujourd'hui, les écrans, c'est essentiellement les cristaux liquides ou les OLED. C'est des technologies qui ne sont pas très brillantes. Le téléphone, vous ne le lisez pas très bien à l'extérieur, qui consomment beaucoup. C'est-à-dire, quand vous mettez une unité de puissance, 95% va en chaleur plutôt que dans l'image. Les lumières LED, c'est 90% d'efficacité, ça c'est 5. Donc c'est des technologies qui consomment beaucoup, donc une batterie lourde, pas très brillant, pas tellement rapide. Et tout le monde est d'accord pour dire les technologies LED de l'illumination, quand elles sont réduites à des puces très très petites pour faire les points de l'image, c'est la nouvelle génération de technologies qui va prendre le relais dans la plupart des écrans. Et donc il y a une course mondiale parce que c'est un marché de 120 milliards, c'est un marché absolument faramineux. L'élément qui coûte plus cher dans votre téléphone, c'est pas le cerveau, c'est l'écran. Okay, ça va doubler encore quand il y aura les écrans qui tournent autour, qui se plient, etc. Donc, il y a une course mondiale. Essentiellement, toutes les sociétés du monde essayent de faire ça de la même façon qu'ils faisaient les LED pour l'illumination, c'est-à-dire sur des plaques en silicium. Ils posent des couches sur des plaques, en saphir. Donc, vous vous imaginez, c'est des productions un peu d'un style différent. Aledia est la seule qui produit sur des plaques en silicium, donc comme la microélectronique, des plaques beaucoup plus grandes, on en a des plaques beaucoup plus grandes, et avec notre technologie, on fait croître des petits fils, c'est eux qui émettent la lumière, mais c'est des fils qui sont 100 fois plus fins que vos cheveux. Et avec ça, on peut faire des écrans qui sont beaucoup plus brillants, qu'on peut regarder à l'extérieur, qui consomment moins de courant, donc la batterie dure plus longtemps, plus rapide. Par exemple, là, bon, c'est un vieux échantillon, mais je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça, c'est à peu près taille. On voit qu'on voit beaucoup mieux en dessous de votre montre que exactement. J'arrive pas à lire Et ça consomme moins. Donc, c'est des nouvelles générations. Maintenant, il y a la course contre la montre de tous les acteurs de la technologie mondiale qui sont dans ce domaine pour voir qui arrivera le premier. Aledia est différent que tous les autres avec sa technologie. Donc, il y a des endroits où on est moins bon, mais il y a des endroits où on est meilleur. Et là, on aura, j'espère, peu de concurrence. Mais c'est quand même un défi, parce que qui dit marché énorme dit énorme concurrence. Ah oui, j'imagine que c'est à 120 milliards de dollars, ça peut attiser quelques concurrents. Cette technologie, vous la développez ici, dans le bassin grenoblois. Tout à fait. On a quelques images d'ailleurs des laboratoires dans lesquels vos collaborateurs développent notamment comment on appelle ça, des rondes de silicium, oui, là on fait des centaines de millions de petites puces qui après sont reportées sur des écrans pour faire des écrans, des télés, des téléphones, etc. J'imagine qu'il y a quelques brevets qui protègent ces innovations. Vous êtes prudent dans ce marché concurrentiel. Nous sommes de loin la start-up française avec le plus de brevets déposés, plus de 200 familles de brevets, ce qui devrait faire plus de 1000 brevets à terme. Donc c'est très important. Parce que, puisque des concurrents s'appellent Apple, Facebook, Samsung, etc., vous vous doutez que si ce n'est pas bien protégé, celui qui arrive en premier, ce n'est pas nécessairement celui qui va gagner s'il n'est pas protégé. Donc oui, c'est très important. J'imagine que les machines qu'on est en train de voir, ça coûte très cher en investissement de développer des lignes de fabrication comme ça? Il faut utiliser les mêmes machines que pour la microélectronique, que pour les microprocesseurs. Donc c'est très cher. Notre business model, c'est que nous, on investit dans la partie de croissance de ces fils qui est unique au monde et c'est notre secret. Tout le reste des machines, on utilise ce qu'on appelle des fonderies, c'est-à-dire des usines qui fabriquent des microprocesseurs. Aujourd'hui, c'est un service, donc on n'a pas besoin de mettre tout l'investissement.
Ceci étant, sur les prochains 5 ans, on s'attend à investir peut-être 400 ou 500 millions. Donc, c'est très difficile pour une start-up. Il faut être très bien capitalisé. Donc, en général, c'est les très grands groupes qui font ça. Donc, pour nous, c'est un pari risqué, en quelque sorte. Mais si la France et l'Europe ne prennent pas des paris risqués, avec la vague d'innovation qui arrive dans les prochains 10 ans, si on ne prend pas des grands paris, on ne va pas gagner des grands paris. Donc, il faut les prendre. Et nous, on en prend un qui est très gros. Aujourd'hui, vous en êtes tout du développement. Il y a déjà des produits qui se commercialisent ou vous êtes encore dans la phase de recherche? On a des petites choses qu'on peut montrer. On est dans la phase de finition des produits, de la technologie. Encore un tout petit bout de chemin à faire, mais on pense être commercial en volume moyen en 2022 et en grand volume en 2023. Donc, il manque encore un tout petit peu, mais on commence à voir la sortie du tunnel. On parlait des levées de fonds tout à l'heure avec d'autres lauréats. Jean, là, 500 millions, on est dans une catégorie vraiment à part. Oui, mais c'est un marché grandiose, comme ça vient d'être indiqué. C'est un marché où il y a une technologie qui est différente des autres, donc ça, c'est important. Et de toute façon, c'est une technologie de rupture dans un marché énorme. Donc les gens seront prêts à y aller en tant que tel. Ce qu'il faut, c'est avoir les produits, parce que quelque part, et il ne faut pas perdre de temps. Parce que quelque part, la course au produit et la mise du produit sur le marché va arriver très très vite, compte tenu de la concurrence qu'il y a. Donc il y a une nécessité, je dirais, de bien identifier le produit, de bien le ficeler pour qu'il puisse monter en production derrière, au bon coût, parce que la notion de coût est quand même importante, mais avec en contrepartie la nécessité d'aller vite. On ne peut pas attendre de valider un certain nombre de choses pour passer à l'étape suivante. Et ça, il faut mettre en confiance les gens, mais je pense que les fonds seront, le marché étant là, la technologie étant différente, les gens iront. Des écrans plus lumineux et moins coûteux en énergie, c'est vrai que les deux arguments font mouche. Mais ça, c'est que le début. Quand vous pensez aux lunettes de réalité augmentée qui vont changer notre vie vers 2024-2025, et vous les mettez, ils vont tout reconnaître ce qui existe au monde dehors. Mais l'affichage est clé. Les lunettes de réalité augmentée d'aujourd'hui, vous les mettez, c'est dans une chambre fermée contre une table noire. En fait, on ne voit pas, c'est pas du tout assez brillant. Il faut que ça soit 2 ou 3 000 fois plus brillant que ça, 2 ou 3 000 fois. Après, il faut que consomme peu. Une batterie qui pèse sur votre nez, vous ne la voulez pas. Il ne faut pas que ça prenne 4 cm. Si c'est un casque pour le monde industriel, ça peut marcher. Mais sur des lunettes, moi, je veux que ça soit à peu près comme ça, vraiment léger. Bon, si c'est 7-8 mm, je peux comprendre, mais si c'est 3 cm, vous n'allez pas les mettre. Donc, il faut que ça soit très compact. Et on a la seule technologie au monde dans les LED qui est capable de faire tous les 3 couleurs sur la même puce. Donc, beaucoup plus petit. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de l'affichage et on essaye d'attaquer beaucoup de segments. C'est pour ça que c'est très cher et c'est un grand pari. Bon, on l'a compris, Aledia pourrait devenir un des très grands de demain au niveau c'est ce qu'on lui souhaite. International, ce qu'on lui souhaite. Aujourd'hui, on voit vos locaux encore modestes à Échirolles. Vous avez combien de personnes qui collaborent sur ce projet? Vous aurez dû voir le site d'avant qu'on appelle gentiment le garage. Parce que tout le monde qui pense devenir important doit commencer dans un garage. Sauf que nous, on y est resté 8 ans. C'était un peu long. Ce site-là, c'est magnifique. Et puis, on a pu mettre ensemble tous les équipements, toutes les équipes qui étaient éparpillées. Donc, on est très fiers du site de R&D. Et dans la foulée, donc, on lance le site de production qui doit être prêt dans 2 ans pour être prêt à la production de volume. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a poussé le bouton de l'industrialisation en même temps qu'on finit le développement des produits, justement pour mettre pas les choses en série, parce qu'on ne peut pas se permettre. Et donc, c'est un moment assez occupé. Ouais, Emmanuel Rivière, le dévoiler avec le site de production, il resterait sur l'agglomération grenobloise. J'imagine que vous avez eu des sollicitations, des tentations pour aller vous installer ailleurs? Oui, parce qu'il n'y avait pas de salle blanche disponible sur la région grenobloise. Et on voulait aller vite, donc on s'est dit, Grenoble, ça ne peut pas se faire. Donc on cherchait en Asie, et puis il y avait un site en France. Et donc on s'est dit, maintenant on n'a pas beaucoup de temps. Et l'écosystème de Grenoble nous a dit, pourquoi pas Grenoble? J'ai dit, ça ne sera jamais prêt à temps. Mais l'écosystème s'est vraiment mobilisé avec l'aide du CEA, de la mairie, de la métropole et tout le reste. Et en très, très peu de temps, ils sont arrivés avec des propositions de montage qui étaient mieux que ce qu'on a trouvé en Asie et dans le sud de la France. Et avec l'avantage évident pour nous que c'est une chose pouvoir aller 10 minutes à l'usine et fallait faire l'aller-retour plutôt que prendre l'avion 12 heures pour aller à Singapour. Surtout en ce moment.
Oui. Sauf c'est vrai que ça peut être c'est encore, plus difficile d'aller à Singapour en ce moment, tous les jours. Et donc cette future usine, elle sera donc sur la commune Pour finir une chose, je voulais dire que donc l'écosystème s'est vraiment activé et on s'est rendu compte qu'on a vraiment beaucoup d'appui. Et si vous allez quelque part, et ça a l'air de marcher le premier jour, mais dès que vous avez une difficulté, vous êtes seul, dans la région grenobloise, on a vraiment senti que tout le monde tire. Et moi, j'étais assez touché, parce que moi, je ne viens pas de Grenoble, c'est pas... et j'ai vu que c'est vraiment un écosystème qui tient ensemble. C'est très puissant, ça. On a eu une expérience malheureuse dans l'écosystème il y a quelques années d'une entreprise qui avait démarré et qui n'a pas mis ses installations industrielles sur le territoire, je ne citerai pas son nom. Là, je pense qu'effectivement, l'écosystème, avec les acteurs que vous avez cités, s'est mobilisé d'une manière remarquable pour accompagner cette société qui peut être un fleuron, je dirais, du territoire et national et mondial. Donc là, il y a eu vraiment une prise de conscience énorme, une accélération et une concrétisation, puisque le site se fera, je dirais, à Grenoble. À Champagné, exactement. On a vu quelques images. Je ne sais pas si on peut les revoir de ce que sera cette usine d'ici 2 ans. Champagné va devenir le centre du monde. Ce n'était pas la commune la plus connue de l'agglomération grenobloise. Vous allez lui donner une notoriété internationale. Effectivement, c'est très très beau. On est très fiers. Cette usine, elle va être construite en quoi? En 1 an et demi à peu près Oui. Exactement. Elle va être construite en 1 an et demi. Après, il faut prévoir 9 à 12 mois pour mettre les équipements, faire les raccordements, tester les équipements pour pouvoir commencer à produire. Donc, c'est pour ça qu'il faut lancer la partie industrielle en même temps qu'on finit le développement des produits. Et il y a un risque, mais c'est le risque, c'est le nom du métier ici. Voilà, sans risque, on ne fait pas de grand-chose. À terme, ça représentera combien de personnes, combien de salariés sur ce site? À l'échéance 2025-2026, on parle de 500 emplois directs et 1500 indirects, donc à peu près 2000. Mais c'est quelque chose qui après monte très vite. Parce qu'ici, il n'y a pas le chiffre d'affaires 10 ou 20 millions. Quand vous démarrez avec un produit, vous démarrez tout de suite à 500 millions par an et puis 1 milliard par an. Le risque, il est au début. Une fois que ça a percé, c'est des marchés qui sont très grands. Nous, avec chaque client, on peut faire 1 milliard. On n'a pas besoin de 10 clients. Mais par contre, ces clients-là sont très dur et très, très important. Et je suis sûr qu'ils regardent aux concurrents aussi. C'est un très petit monde au niveau mondial. Les grands groupes, il y a 10 ou 12 sociétés qui comptent dans le monde. Et ils regardent tout ce qui se passe chez Aledia et chez les concurrents. Ils vont sauter chez celui qui semble être en avant. Eh ben, on espère qu'ils sauteront au bon endroit. Sur Aledia, au bon endroit, et puis que, comme Steve Jobs, du garage, vous deviendrez un incontournable de l'économie mondiale. 500 emplois, 2000 en comptant les emplois indirects. Jean, c'est un développement important pour notre territoire dans les années à venir. C'est évident que c'est un développement important. On a eu d'autres exemples de sociétés comme Soitec et autres qui sont issus du CEA et qui ont fait ce développement. Après, je pense qu'il y a tout un travail d'accompagnement aussi dans ce domaine-là pour pouvoir trouver les personnes formées, adaptées par rapport à l'entreprise. Et là l'écosystème et le territoire seront là aussi pour aider à trouver ce personnel. Et puis, Giorgio le disait, les collectivités locales ont joué le jeu, donc on a su se fédérer, quelles que soient les tendances autour d'un projet comme celui-là. D'une manière très spontanée. C'était impressionnant. Oui, tout à fait. De notre point de vue, c'était impressionnant. On n'y croyait pas, on disait ça. C'est trop tard, on ne peut pas commencer à bâtir à base zéro, être prêt dans les temps, organiser tout ça, mais ça a été possible. Eh ben bravo, on va suivre avec attention le développement d'Aledia dans les années à venir. Vous avez donné quelques perspectives qui sont plus qu'intéressantes. On regardera peut-être Télé Grenoble en plein jour avec le soleil dans l'écran sans aucun souci grâce à la technologie d'Aledia. J'espère. Dans quelques instants. Un petit mot sur le magazine Présence qui aura à la une, on va le découvrir en avant-première, et bien évidemment... notre leader. Voilà, Giorgio. Je ne sais pas si vous l'aviez vu cette... Vous n'aviez pas la barbe, sans barbe. Giorgio. Mais on le reconnaît quand même. Après... Ce magazine sera diffusé à partir du 7 décembre. Donc vous y retrouverez Giorgio, tous les lauréats qu'on a pu rencontrer sur le plateau et puis toutes les autres informations qu'on trouve dans chaque numéro de Présence. Et puis je voulais donner rendez-vous à tout le monde cet été, si c'est possible, puisqu'on n'a pas pu faire la nuit de l'économie, on organisera une soirée festive au cours de laquelle on vous remettra encore à l'honneur.
Et puis je tenais surtout aussi à remercier nos partenaires donc, qui nous accompagnent, la Banque Rhône-Alpes, Groupama, le groupe Apsis, la SATA, Télégrenoble bien sûr, et le Dauphiné Libéré. Et c'est ensemble qu'on construit, qu'on organise cette remise de trophées. C'est ensemble aussi qu'on prévoit la soirée de cet été. Voilà. Et ben voilà. Et puis après, notamment Soitec ou Atos, qui ont été des beaux leaders les années précédentes, Aledia sera sûrement dans la lignée de ceux qui ont été récompensés. C'est ce qui est prévu. Jean, est-ce qu'on peut prendre aussi le risque de se donner rendez-vous en décembre 2021 ? Pas dans les studios de Télégrenoble, ça aurait été avec plaisir, mais au Summum, c'est quand même l'endroit dédié pour la nuit de l'économie. C'est évident qu'on a l'envie de le faire, qu'on fera tout pour le faire. J'espère que les contraintes nous permettront de le faire, puisque, comme je le disais en introduction tout à l'heure, c'est un moment fort du territoire. C'est un moment qu'il faut faire perdurer en tant que tel. Et on vous donne rendez-vous. On n'a pas fixé la date. D'habitude, on donne la date d'une année sur l'autre, mais là, on n'a pas donné la date parce qu'on ne sait pas trop encore comment ça va se situer. Mais bien sûr qu'on vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Eh ben merci à tous les deux de m'avoir accompagné au cours de cette émission. Très content, Giorgio, de finir avec vous et un beau leader plein de perspectives. J'espère que ce focus sur l'économie iséroise, qui se porte plutôt bien, il faut être positif tout à fait. En cette fin de saison, vous a plu. Et puis on se donne rendez-vous évidemment aussi sur notre antenne tous les mois dans l'émission Classe Affaires pour continuer à suivre toutes ces entreprises du bassin grenoblois. Apsis et son projet NERPIC vous a présenté la Nuit de l'économie 2020.